Cette série nous emmène aux quatre coins du globe pour découvrir de grands projets très différents les uns des autres, tous très ambitieux. Nous avons tourné ce film en Guyane, département français d'outre-mer, terre d'accueil du CSG, le port spatial de l'Europe. Dans cet épisode, nous partons découvrir le tout nouveau pas de tir Ariane 6, un grand chantier européen pour rester dans la course spatiale. Je m'appelle Bruno Dupetit, je suis ingénieur. Bonjour. Bonjour, Antoine Bonardel, bienvenue en Guyane. J'ai travaillé toute ma vie sur des grands projets de construction. Quand on m'a proposé de découvrir les plus ambitieux projets de travaux publics français, j'ai tout de suite dit oui. Il y a 3 îles. La plus à gauche, c'est l'île Royale. C'est celle qui aujourd'hui appartient au CNES. Antoine, jeune ingénieur Eiffage, est arrivé sur l'immense chantier Ariane 6 il y a 4 ans, en tant que stagiaire. Aujourd'hui, à 27 ans, il supervise la livraison finale des infrastructures au CNES. Quand j'ai fini mes études, j'avais le choix entre aller à La Réunion ou en Guyane. Ici, la Guyane, le sujet était passionnant. Par contre, j'avais pas du tout envie d'y mettre les pieds. Bon, j'ai pris l'avion. Je savais pas trop où ça se situait vraiment. J'avais rien regardé, absolument rien. Et en fait, c'est mon chef de chantier aujourd'hui qui m'a retrouvé à l'aéroport avec une petite pancarte et qui est venu me chercher. Et de là, ça a suivi son cours. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ouais. C'était super. La Guyane est le plus grand département français, presque aussi grand que l'Aquitaine. C'est une des régions les moins peuplées, avec 295 000 habitants. La forêt guyanaise couvre près de 96% du territoire. Le centre spatial guyanais, le CSG, se trouve le long de la côte atlantique, entre les villes de Kourou et Sinnamary. Devant nous se dresse Ariane 5, le fleuron de l'Europe de l'espace. C'est ici que sont tirées les fusées européennes depuis 1968, avec la fusée sonde Véronique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Le 24 décembre 1979, Ariane 1 décolle. C'est cette veille de Noël que l'aventure spatiale européenne commence pleinement. Ariane débute avec l'envie des Européens d'avoir leur propre programme spatial. Le CSG s'est largement développé au fil des années. Les lanceurs Ariane 4 et 5 se révèlent un véritable succès commercial dans le monde. Dans les années 90, Ariane 4 devient le leader incontestable du lancement de satellites, suivi par Ariane 5 dans les années 2000. Et depuis une dizaine d'années, et l'arrivée de nouveaux entrants tels que SpaceX, l'espace européen a besoin de se réinventer. Ariane 6 est une réponse à ce nouveau paysage. Au moment de notre tournage, l'Europe s'apprête à lancer une des toutes dernières Ariane 5, avant la transition vers Ariane 6. Ariane 5, c'est un bijou d'ingénierie, une Formule 1. Mais les acteurs du spatial aujourd'hui ont besoin de lancer moins cher et plus vite. Avec Ariane 6, le projet dans les grandes lignes est le suivant. Un seul bâtiment d'assemblage, contre 2 pour Ariane 5, un déplacement à l'horizontale jusqu'au pas de tir, une verticalisation sur place, avec un portique mobile qui peut faire des ajustements sur le lanceur jusqu'au dernier moment. Le but est de réduire le temps de préparation d'un lanceur de 30 jours pour Ariane 5 à 11 jours pour Ariane 6. Tu le connais celui-là ? Ça va, et je pensais le voir avec une barbe de 15 jours et les cheveux longs, non, c'est bon. Je me suis fait beau pour l'occasion, tu vois. Frédéric Cuffel, c'est le directeur de projet chez Eiffage. C'est lui et son équipe qui sont allés gagner cet appel d'offres à Longwy. Bon, on était plusieurs concurrents, bien sûr, sur cette affaire. C'est vrai qu'autant qu'ils avaient un historique avec Vinci de Soyouz et puis de pas de tir précédent, autant nous, ils ne nous connaissaient pas.
Et nous, en fait, le projet, on le voulait, quoi. Et quand on le veut, on déplace des montagnes et vraiment, on est allé à la baston dessus. Et on s'est vraiment arraché pour sortir le dossier. On a cru comprendre après qu'on n'était pas forcément... on n'avait pas une équipe monstrueuse pour monter l'offre, mais vraiment, les gens étaient passionnés, étaient à fond, quoi. Des projets comme ça, on n'a pas tous les matins. Hein. C'est vraiment un projet passionnant. Et ce que je dis souvent, qu'on sort un pas de tir, c'est un rêve de gosse. Hein. Moi, j'ai des collègues qui m'appelaient. Tous ceux qui avaient Tintin en tête, marcher sur la Lune, tout ça, ils étaient dedans. Je veux dire. Alors, la chance de participer à un projet pareil, c'est hyper motivant. Le chantier ELA 4, ensemble de lancement numéro 4, destiné à Ariane 6, a nécessité pour la seule partie infrastructure 170 hectares, 400 000 m3 de terrassement, 50 000 m3 de béton et 7 500 tonnes de charpente métallique. Nous voilà devant l'unique bâtiment d'assemblage Ariane 6. Ce lieu ultramoderne, c'est un peu le garage de la fusée. C'est là que les éléments seront assemblés et préparés avant le décollage. C'est une structure moderne, mais aussi simplifiée. On essaie de créer un processus pour Ariane 6 aussi minimal que possible pour raccourcir les temps de préparation. C'est un bâtiment qui dénote totalement de tous les bâtiments d'intégration lanceurs qu'on a pu développer au centre spatial depuis le début de la filière Ariane à la fin des années 70. Puisque là, pour la première fois, donc, on se retrouve dans un bâtiment qui est très bas, finalement. Il doit faire 25 mètres de haut, pas plus, dans lequel on va faire une intégration du lanceur à l'horizontale. Le corps central du lanceur est assemblé ici. Un premier étage, dérivé du design d'Ariane 5 avec un moteur Vulcain amélioré, et un étage supérieur propulsé par un nouveau moteur, appelé Vinci. Ce nouvel engin à propulsion liquide peut être rallumé jusqu'à 5 fois, lui offrant une capacité de manœuvre accrue. L'assemblage à l'horizontale permet de simplifier le processus. Par exemple, moins de travail en hauteur pour les équipes. Donc, si on imagine que là, on a le corps central de 42 mètres de long, 5 mètres 40 de diamètre, 38 tonnes, avec les AGV, donc cet ensemble va circuler sur la route, donc sur les 800 mètres qui séparent le bâtiment d'assemblage lanceur de la zone de lancement. Et ensuite, la verticalisation, ça va consister en une succession de levées au pont, de petits levages, et pousser avec le chariot arrière. Lever, pousser, lever, pousser, lever, pousser. Et en moins d'une heure, en 50 minutes, on passe de la position horizontale à la position verticale. Une fois le corps central assemblé, il est ensuite acheminé vers le fameux portique qu'on voit au loin. Ce déplacement est guidé par des bandes magnétiques, un acheminement très minuté, très minutieux et presque entièrement automatisé. Cela simplifie cette partie du processus parce qu'il est plus délicat de déplacer un lanceur à la verticale, comme Ariane 5 le fait actuellement. Le lanceur est ensuite basculé à la verticale sur la zone de lancement. À l'intérieur de ce super échafaudage, qui servira aussi de protection en cas d'intempérie, on assemble la dernière étape de la fusée, la partie qui embarque la charge utile du lanceur, souvent un ou plusieurs satellites. Nous voilà à l'intérieur de cet ouvrage impressionnant. C'est grâce à ce gigantesque portique, de plus de 89 mètres de haut, que l'on peut réaliser les ultimes opérations avant le décollage. La concurrence est rude depuis une dizaine d'années. Certains ont parlé de la fin du spatial européen. Thierry s'en défend avec passion. Franchement, on n'a pas à rougir de qui que ce soit. L'Europe spatiale, elle a montré le meilleur qu'elle pouvait faire et franchement, c'est de toute beauté. L'Europe, en 2014, quand elle a décidé d'Ariane 6, elle n'a pas décidé de mettre plusieurs milliards d'euros sur la table pour amuser la galerie. C'est bien parce qu'on croit à l'avenir et que l'Europe croit en l'avenir et en l'avenir du spatial en Guyane, qu'il y a ces investissements et que depuis 8 ans, il y a tous ces femmes et ces hommes qui travaillent ici et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça a été très dur de travailler. Saison sèche, vous avez vu, le soleil de plomb. Et saison des pluies qui dure quasiment un peu moins de 10 mois, mais t'es trempé du matin au soir. T'as à peine démarré ta journée de travail, t'as déjà 5 cm devant tes bottes. Donc la journée est longue. Thierry est très fier des bâtiments qu'Eiffage a construits. Il nous parle de la différence entre les plans et le résultat. Par rapport à la dimension théorique initiale, il y a 19 mm d'écart. C'est rien du tout.
C'est ridicule. Donc on a obtenu ce qu'on voulait. Et les concepteurs, enfin plutôt les réalisateurs, donc les constructeurs de ce bâtiment ont été parfaits. Non seulement le bâtiment est construit avec une précision exemplaire, mais il peut se déplacer une fois la fusée prête à décoller. Le portique repose en effet sur 128 moteurs synchronisés qui permettent de reculer la structure de 120 mètres juste avant le décollage. Il n'existe pas dans le monde d'ouvrage mobile de servitude d'une telle dimension. Je ne sais pas si on a le droit de se serrer les pinces ou bien si on se check. Nous avons été reçus par le président de la collectivité territoriale, Gabriel Serville. Nous avons parlé ensemble du soutien que le CSG s'efforce d'apporter à la jeunesse de Guyane. Lorsque le général de Gaulle prend la décision d'implanter le CSG en Guyane en 1967, ça n'a pas fait que des heureux. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent le sentiment d'une relation de désamour. On essaie de relation de je t'aime moi non plus entre certaines personnes de Guyane et le CSG. Bon, ceci dit, il faut quand même reconnaître qu'avec le temps qui passe, cette relation, elle s'est beaucoup apaisée. Moi, je crois beaucoup en la grande humanité du spatial. Et je me dis que ces jeunes qui sont formés au départ en Guyane, qui sont accompagnés par le CNES, eh bien, ils ont vocation un jour à être effectivement des porteurs de l'humanité à travers les actions qui sont censées mener et puis aussi à travers les travaux de recherche qui vont décliner à leur tour. Ça ne peut que me rendre heureux. Alors ça, c'est des moments d'émotion. Ouais. La remise des bourses, ça, c'est des moments forts. Quand on délivre nos bourses à ces jeunes et qui sont tellement contents parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir faire des études alors que sinon ils n'auraient pas pu, ils savent qu'ils vont pouvoir réaliser leur projet, là, je vais vous dire, c'est quand même très fort. Là, je suis contente d'être au CNES. Vraiment. Le centre spatial, il a amené un peu de la peine au début, et puis je crois quand même que maintenant, il amène aussi beaucoup de possibilités pour cette jeunesse. Salut David. David est un exemple de cette chance saisie. Il est aujourd'hui une jeune recrue très appréciée au centre spatial. Moi, j'ai fait 6 mois en sortant de l'école, sans travail, sans rien. Je suis même tombé malade entre-temps. Et comment t'as rebondi alors? C'est que la santé est revenue, la fin d'année est arrivée. Ensuite, on parle un petit peu plus à la télé qu'il y avait l'arrivée d'Ariane 6 et tout. Et je me suis dit un jour, il faut que j'intègre Ariane 6. Il faut que j'intègre Ariane 6. T'as eu envie d'intégrer Voilà, Ariane 6. j'ai voulu intégrer Ariane 6 et on va dire en février 2017, je reçois un coup de fil. Ouais, on a un poste pour toi et tout, en tant qu'électricien sur Eiffage. Donc tout de suite, le sourire et tout, j'ai signé tout de suite le contrat. Entre Intel qui a creusé... David est un des MacGyver du CSG. Les équipes se tournent souvent vers lui dans les moments difficiles. En cette fin d'après-midi humide, il se rappelle d'un orage et d'une crue soudaine qui ont menacé le chantier. C'est lui et son équipe qui sont intervenus en urgence pour rebrancher la pompe et éviter l'inondation d'installations critiques. Il y avait tout le monde au-dessus du talus en train de regarder. Ils disaient ça pompe, ça arrive, vous réussissez. Et là tout le monde disait ouais attends, on n'arrive pas encore, et puis on continue. Et puis à bout d'un moment. Plongé Ouais, on a la nage, on a retrouvé. Ouais, on n'est pas vraiment allé sous l'eau, mais on est quand même descendu à hauteur d'homme. Quand on a cherché, on a un peu trouvé l'affiche. Puis on l'a séché, et puis je suis remonté. Parce qu'à l'époque, quand même, je crois qu'il y avait combien Antoine 200 marches quand même à remonter. Ah ouais, 200 marches à remonter, je suis remonté. Et puis tout le monde me regarde. C'est bon? Je dis non, pas encore. Et puis là, je tourne le commutateur pour démarrer la pompe. Et là, je dis c'est vert. Et là, on voit l'eau qui commence à sortir. Et là, ça a été l'applaudissement. Là, vraiment, ça a été l'applaudissement. Tout le monde qui a applaudi ce jour-là. Oh, c'est quoi ça? Et Matutou. Ah oui, il y en a une là. Ah la vache. C'est des migales, ça? Fais gaffe, il y en a une autre par terre, Bruno. Hein. T'as pas le droit de chasser, t'as pas le droit de pêcher sur le centre spatial, donc au final, on se retrouve des fois avec des animaux, attention. Le son de la nature environnante rend ce lieu très singulier. Au milieu de cette jungle magnifique, nous avons tous été émus par ces grands bâtiments modernes, tournés vers les étoiles. Le CSG a besoin d'une quantité importante d'énergie pour fonctionner.
nous sommes partis à la rencontre du barrage de Petit Saut, un immense centre hydroélectrique construit dans les années 90 par Vinci et Eiffage. C'est le plus grand barrage de France en termes de retenue. Il y a 360 km² de retenue, donc c'est la plus grande retenue qu'on a en France. L'hydroélectricité, c'est une énergie non émettrice de CO2, donc avec les alternateurs qui sont entraînés par une turbine. Donc c'est la force de l'eau qui vient créer un mouvement et qui entraîne un rotor, et dont le rotor produit de l'électricité. Aujourd'hui, le barrage de Petit Saut alimente en électricité 2/3 des foyers du littoral guyanais. Antoine nous a ensuite fait découvrir quelques-uns de ses endroits favoris de la région. Après une courte période d'adaptation, très naturelle quand on s'embarque pour de très longs chantiers loin de chez soi, il est littéralement tombé amoureux de la Guyane. Aline de Caddy nous a retrouvés. Ingénieure à l'ESA, elle est spécialisée dans les lanceurs. Elle nous explique le design modulable des nouveaux boosters. Au décollage, on a des jets énormes qui sortent du lanceur et donc du Vulcain et des boosters. Il faut imaginer quand même que c'est 1400 tonnes pour les 4 boosters, donc c'est énorme. Et donc on a besoin d'absorber toute cette énergie au décollage qui est immense. Et pour pouvoir garder l'intégrité du lanceur et assurer la mission, il nous faut un système de carnot. Devant nous, ces puits géants recevront et guideront les énormes explosions de fumée des moteurs. Ces carnots doivent résister à une température de 3000 degrés. L'allumage des boosters génère des flux thermiques qui peuvent atteindre 30 MW par mètre carré, 20 000 fois plus que le flux engendré par le Soleil. C'est pas les mêmes environnements. Et ils ne sont pas aux mêmes endroits, ils ne sont pas au même débit, ce n'est pas les mêmes impulsions spécifiques au décollage, donc c'est à adapter. Et effectivement, par rapport à une configuration où on a 4 boosters, ce qui est énorme, on se retrouve à avoir un besoin d'un environnement au niveau des carnot qui est assez gigantesque, comme vous pouvez le voir, et qui double le volume de ce qu'on pouvait avoir sur Ariane 5. Sur Ariane 5, chaque moteur a son carnot, chaque moteur est isolé. Quelque part, chaque booster, donc tu as 2 boosters et un moteur. Donc tu as 3 carnots. 3 carnots, ouais. Chacun est isolé. Donc tu as fait des dimensions beaucoup moins importantes. Ici, en fait, tout se retrouve au niveau du déflecteur. Les 4 moteurs, les 4 boosters plus le Vulcain, tout arrive au même endroit. C'est comme un immense trou. C'est pour ça que c'est beaucoup plus gros. Nous entrons pour la première fois à l'intérieur de la bête. Donc là, tu es vraiment dessous. Tu as les rails du portique au-dessus de ta tête. Un pas de tir, c'est presque la partie émergée de l'iceberg. Sous le pas de tir, de plusieurs milliers de tonnes, nous trouvons un dédale de tunnels qui accueille des centaines de systèmes de pointe et ce que les ingénieurs appellent les dépendances. Eau, électricité, liquide cryogénique, câblage. Prenons l'eau, par exemple. Sans le système de déluge que nous voyons devant nous, la réflexion des ondes acoustiques pourrait être destructrice pour les satellites. L'objectif principal de ce déluge d'eau est de faire comme un écran amortisseur qui empêche l'onde acoustique de se propager et permet également de refroidir les structures. La chaleur pourrait provoquer la fusion des éléments d'acier en quelques secondes. Ce soir, le lancement d'un satellite militaire est prévu à bord d'Ariane 5, vol 255. Pour le client, ce sont des années de travail qui se cristallisent à ce moment-là. Donc on se situe ici dans la partie opérationnelle du centre de contrôle, où il y a tous les opérationnels qui vont piloter l'ensemble de leur système nécessaire au bon déroulement de la chronologie et du lancement. Ça fait presque 2 mois qu'on attend ce moment-là. Ici, c'est vraiment l'instant final où tout va converger. Le lanceur, la base, les satellites, tout le monde est prêt. Vous pouvez voir, l'atmosphère est actuellement encore assez cool, détendue, mais plus on approche et plus tout le monde se tend.
bien sûr, parce qu'on veut être prêt, mais on sera prêt. Oui. Quelles sont les réflexions, les pistes pour les acteurs des travaux publics dans l'avenir de la conquête spatiale ? Si nous partons à la conquête des planètes du système solaire dans les prochaines années, comment travaille-t-on sur une autre planète ? On a en interne beaucoup de réflexions. Si on va sur la Lune, comment on fait ? On ne va pas prendre les parpaings, les ciments et construire quelque chose. C'est trop lourd, c'est pas comme ça qu'on va faire. Donc pour construire des habitations sur la Lune, pour eux, ils ont étudié, c'est d'abord une sphère gonflable qui donne de l'habitat, et ensuite il faut construire en dur dessus. Comment construire en dur ? L'idée, c'est de réutiliser les matériaux sur place. Ah oui, c'est logique. Donc, d'utiliser le sable lunaire. Voilà. Et comment lier donc, pas mal d'expériences ont été faites avec la poussière lunaire pour faire des matériaux durs. On utilise aussi de l'impression 3D pour construire directement sur place plutôt que d'emporter des objets. I would probably start by stepping back 100 years to 1920. At that time, we have been very far away from space flight, very far away from many of the technologies which are known today. So if you realize how fast this development has gone, in the next 100 years, it will go even faster, and there will be huge developments coming up, both in space flight, in the use of data, artificial intelligence. So certainly a huge infrastructure needs to be built in order to make it livable for humans. But it will, in 100 years, it will have happened, and there will be people living on a different planet. Peut-on imaginer dans les prochaines années une filiale Eiffage Lune, Bouygues Mars ou Vinci Vénus ? Mais oui, Tintin, il décolle comme ça, là. Hop, il a besoin de rien, c'est merveilleux, il décolle. Bon, ça va pas se passer comme ça sur la Lune. Donc il va falloir amener des ergols dans le lanceur, il va falloir le tenir, il va falloir le relâcher. Enfin bref, il va y avoir besoin d'un pas de tir, en quelque sorte. Alors est-ce qu'il sera comme on l'imagine, comme on les fait ici sur Terre ? Est-ce qu'il sera différent ? Là, je pense qu'il y a vraiment un game changer, comme on dit là, à innover. Il y a besoin de moins de puissance tout de même. Alors il y a besoin de moins de puissance, les choses sont complètement différentes, la gravité n'est pas la même, mais n'empêche que ce lanceur qui va redécoller, il va bien falloir s'en occuper quand même, il y aura des infrastructures. Donc ça aussi, c'est des beaux chantiers en perspective dans le domaine du spatial. Pour tous, ce chantier est à part. Nous avons rencontré des gens avec des étoiles plein les yeux. Une vraie passion pour leur métier. Tous les matins quand je me lève, je suis fier de pouvoir travailler au Centre spatial du Guyanais, de pouvoir travailler sur les installations Ariane 6, de pouvoir œuvrer à la préparation de l'après Ariane 5 et de l'avenir du spatial en Guyane et en Europe. J'ai entendu parler d'Ariane 5 toute ma jeunesse. J'ai toujours regardé les lancements comme avec des yeux d'enfant. Et je me suis toujours dit ça serait fantastique de pouvoir travailler sur un projet de cette envergure. Et aujourd'hui, on a des partenaires, des collègues, et on travaille tous avec un seul objectif, c'est le succès du lancement. Je suis fier parce que j'ai contribué à un gros projet, quoi. C'est pas quelque chose qu'on va revoir en Guyane chaque année, quoi. C'est un truc... Il n'y a pas de tirer le fond, quoi. En gros, ici, tous les 15 ans, à peu près. Donc, j'ai vraiment contribué à un gros chantier, quoi. On pense à ces années en arrière et à tout le monde, en fait, à nos équipes qui se donnaient à fond pour le projet. Et, vraiment, c'est des super souvenirs pour moi. Je sais qu'il y a des actions de R&T il y a une dizaine d'années qu'on a commencé, qu'on a démarré, qui étaient encore très embryonnaires. Et aujourd'hui, on les voit voler. Donc là, ça c'est quand même un aboutissement où on se dit, tout ce qu'on a fait, tous les efforts qui ont été faits, ça porte la fruit. I would like that European politicians are standing up and say, I would like a lady to set foot on Mars before the end of the next decade and bring her safely back to Europe. And this is my idea of creating this dream or this inspiration and bringing Europe forward on the space agenda. Il y a une dimension poétique dans le spatial quand même, on ne croirait pas comme ça. Et d'avoir ces tirs tous les mois qui viennent en fait régler le chantier, ça nous rappelle toujours pourquoi on fait un peu de tir. Et se dire, ce que nous on a construit, ça permettra de faire des tirs derrière en série et puis de participer quelque part à l'histoire du spatial européen. C'est top. Sur la plage des Roches, les Guyanais se retrouvent souvent pour contempler les lancements. Le soir ajoute au mystère de ce feu d'artifice cosmique. Attention pour le décompte final. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage moteur Vulcain. Quelques semaines après notre venue, Ariane 5 a lancé avec succès le télescope James Webb. En orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, un projet en partenariat international entre la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne, un projet qui nous permettra de mieux comprendre les débuts de l'univers. L'Europe continue à avoir les yeux tournés vers les étoiles.